Bonjour à toutes et tous. Alors, je démarre ce deuxième atelier sur la question de la respiration, sur la question du pranayama, tel qu'il est exposé dans les sutras de Patanjali. Juste pour rappel, pour réintroduire quand même pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, donc lors de la première vidéo, j'ai quand même pris le temps de donner un peu de contexte par rapport aux sutras de Patanjali, dire d'où viennent ces sutras de Patanjali en comparaison au Hatha Yoga qui est une autre école. Donc on a un peu parlé de Raja Yoga, Sutra de Patanjali et de Hatha Yoga. Parce qu'au final, les concepts d'exercice de respiration, de contrôle du souffle, etc. ne sont pas les mêmes suivant qu'on se base sur cette approche des sutras de Patanjali ou si on se base sur l'approche proposée par le Hatha Yoga. Donc ça me semblait être important. Ensuite, j'ai également présenté le concept des Pancha Prana, donc les 5 souffles, qui me paraît important afin. Donc, ce concept-là n'est pas nécessairement issu du yoga, il est davantage issu de la tradition indienne des Védas de manière générale. Ça me paraissait intéressant de rappeler ces concepts-là, étant donné qu'on est quand même dans une pratique de pranayama, donc on parle de prana, de l'énergie vitale. Donc, j'ai réexpliqué de manière assez succincte qu'est-ce qui était entendu par le terme de prana selon la tradition indienne. D'accord? Donc ça, si vous êtes intéressé, vous allez revoir la première vidéo. J'ai bien sûr pris le temps de décomposer le mot pranayama. Donc juste pour rappel, pranayama, prana, l'énergie vitale, la respiration de manière plus simplifiée. Ayama, le contrôle ou l'élongation du souffle ou de la respiration. D'accord? Donc ça, c'est juste en guise de réintroduction par rapport à ce que j'ai énoncé lors de la partie 1 de cette vidéo. Maintenant, je vais continuer donc toujours sur cette thématique de la respiration du pranayama en décortiquant davantage ce qui est proposé dans les sutras de Patanjali. Donc typiquement, les sutras de Patanjali, donc il y a 4 padas, 4 chapitres. C'est dans le deuxième pada que Patanjali traite de la question du pranayama. D'accord? Donc ici, je vais vous proposer simplement ma compréhension assez succincte et telle qu'elle est des sutras de Patanjali par rapport au pranayama. Donc ça se trouve dans les sutras 49 à 53 que vous avez dans donc les sutras qui sont des phrases assez courtes, hein, plutôt une espèce de vers qui tient sur une phrase. Dans ces 4 phrases, en quelque sorte, Patanjali prend le temps d'énoncer ce que lui considère comme étant pas nécessairement un travail, mais une démarche par rapport à la respiration. D'accord? Ce qui me permet de rentrer dans le vif du sujet. Donc, premier sutra, Patanjali réénonce très clairement qu'au fait, le pranayama est le 4e pilier du yoga ashtanga qu'il propose, hein, cette démarche progressive, mais qui en même temps ne l'est pas nécessairement, mais en tout cas, avant le pranayama, il y a les yamas, niyama et asana. D'accord? Donc, selon Patanjali, et c'est ce qu'il dit dans ce premier sutra sur le pranayama, le sutra 49, au final, le pranayama est en quelque sorte l'effet, la résultante de ce qui s'est passé dans les 3 précédents piliers. À savoir que la respiration yogique, en tout cas ce type de respiration particulier, est quelque chose qui arrive suite à la pratique des asanas notamment. Hein, et il est assez clair là-dedans. Suite à la pratique des asanas, il y a un état d'esprit particulier qui est créé. Il le présente d'ailleurs dans les sutras précédents qui parlent de la pratique des postures. En fait, la pratique des postures, selon Patanjali, nous amène à cet état d'esprit particulier où on a une relation différente par rapport aux dualités, que ce soit le plaisir et la douleur, le bien et le mal, le confort et l'inconfort. Donc, suite à la pratique des postures, ces notions, ces nuances deviennent différentes. L'esprit a une approche différente par rapport à ces concepts-là. Et donc, c'est dans cet état d'esprit différent, suite à la pratique des postures, que quelque chose arrive, et ce quelque chose, c'est une respiration particulière. D'accord? Donc, la respiration arrive comme
effet, en quelque sorte, de la pratique des postures. Alors, on est bien d'accord que durant la pratique des postures, il y a respiration. Hein, on ne sait pas faire autrement. Par contre, cette respiration différente, spéciale, avec un état d'esprit particulier, est l'effet de la pratique. En ce sens, selon Patanjali, on peut dire que le pranayama, ce contrôle du souffle, cette élongation du souffle, ce contrôle de la respiration, est quelque chose qui arrive naturellement, n'est pas quelque chose qui se pratique. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans l'approche proposée Patanjali, à comparaison de ce qui est proposé dans la tradition du Hatha Yoga. Le Hatha Yoga propose des techniques qui sont nommées Kumbhaka, des rétentions de souffle, Anulom Vilom, Sitali, Sitkari. Donc le Hatha Yoga énonce, je pense, entre 5 à 10 techniques, 5 à 10 pratiques de respiration. Patanjali, quant à lui, ne propose aucune pratique. Il énonce quelque chose qui se passe, qui se produit sans effort, spontanément, une fois qu'on a une certaine pratique déjà installée, notamment d'asana. D'accord? Et donc, cette respiration, qu'est-ce qu'elle a de particulière? Parce que j'ai parlé de ce qui l'amène. Qu'est-ce qu'elle a de particulière? Elle est, et c'est la définition du pranayama, elle est plus lente, plus longue et elle est également plus subtile. À savoir qu'on a une respiration qui est accompagnée d'un état d'esprit, d'une présence, d'une conscience qui est différente de notre respiration, de notre conscience habituelle. Hein. Pour rappel, le prana, c'est en effet en partie la respiration, mais c'est également cette énergie vitale, cette conscience particulière. Et donc le pranayama, c'est ça, c'est l'émergence d'une respiration, d'une conscience qui est différente de notre état habituel. Ça, c'est le pranayama en tant que tel qu'il est décrit par Patanjali. Ce qui me semble également intéressant de pointer, c'est que Patanjali, assez clairement, quand il parle de pranayama, ne parle pas tant que ça d'énergie vitale. Pour lui, le pranayama, c'est vraiment typiquement la respiration. On parle clairement de l'inspire et de l'expire et de la pause. Ce qui nous amène d'ailleurs au sutra suivant, le sutra 50. Patanjali énonce dans ce sutra et dans le suivant également 3 modalités, 3 modes de fonctionnement de notre respiration. D'accord ? Voilà. Je vais les énoncer tout simplement, ça me paraît plus clair. Donc, dans ce sutra, il parle de la respiration baya, qui est une respiration assimilée selon moi, en tout cas selon la compréhension qu'on a pu me donner également à ce sujet, c'est l'expiration, baya, l'expiration. Vous avez ensuite la deuxième modalité qui est abhyantara, qui est assimilée à l'inspiration. Et la troisième modalité qui est stamba. Stamba, c'est l'arrêt automatique de la respiration. Donc, c'est la pause que vous avez après l'inspire ou après l'expire. D'accord ? C'est une suspension, mais au final, elle a peut-être cette particularité en quelque sorte que c'est la pause qui se fait après l'inspire et l'expire, mais sans réel état de conscience particulier. C'est la pause que nous vivons tous en quelque sorte quand nous respirons naturellement. D'accord ? Donc ça, c'est les 3 modalités de la respiration normale. Le pranayama va modifier ces 3 modalités. D'accord ? Ça, c'est le principe qui est défini par Patanjali. Et c'est comme ça qu'au final, il y a une modification en quelque sorte qui est faite dans cette respiration, c'est ce qu'il énonce, une modification, une élongation, une respiration plus subtile, qui est faite, qui peut être selon lui mesurée selon, si je ne me trompe pas, 3 modalités. Donc la première chose, c'est que cette respiration, on va pouvoir la ressentir dans un espace particulier. D'accord ? Ça peut être l'espace extérieur dans un premier temps. Typiquement, quand j'expire, je peux ressentir jusqu'où peut aller mon souffle, ma respiration. À l'inspire, on ne peut pas le sentir de manière extérieure, mais à l'expire, on peut le sentir comme ça
à l'extérieur. On peut également ressentir l'espace occupé par cette respiration tout à fait à l'intérieur. Quand j'inspire, qu'est-ce qui se passe au niveau thoracique, qu'est-ce qui se passe au niveau abdominal, qu'est-ce qui se passe également dans le dos. Donc voilà, selon Patanjali, quand on est dans cette respiration particulière, il y a un ressenti qui est développé, un ressenti au niveau spatial. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de mon corps. Ça, c'est la première mesure par rapport à cette pratique de respiration. Deuxième modalité, c'est kala, le temps. Typiquement, en effet, on peut avoir une respiration qui est très courte dans le temps, une respiration qui est plus longue. D'accord ? Et la troisième modalité va avec ça, c'est le chiffre, Sankhya, à savoir qu'en effet, généralement, les pratiques de yoga proposent de compter très simplement la durée de l'inspire et la durée de l'expire. D'accord ? Donc, ce pranayama, cette émergence d'une respiration différente, sera particulière de par ces trois modalités. Elle va susciter l'éveil, la conscience de zones particulières, peut-être inconnues à l'intérieur et à l'extérieur du corps. Elle va avoir une modalité temporelle, une durée qui est différente de notre respiration habituelle, que l'on peut généralement compter. Et donc, avoir une durée de comptage qui est plus élevée qu'une respiration normale. Ça va? Donc, ce sutra, je le résume très rapidement. Donc, trois modalités de respiration qui sont connues de tous, mais qui vont se modifier. L'inspire va être modifié, l'expire va être modifié, la pause va être modifiée. Comment on va pouvoir constater ces modifications, étant donné qu'il n'y a pas d'intention, c'est important, je le rappelle, il n'y a pas d'intention de modifier ces trois modalités d'inspire, expire et rétention. On va pouvoir constater, c'est une observation, il n'y a pas d'action en soi, on constate ces modifications au niveau de l'espace, au niveau du temps, de manière très simple. Ok ? Ensuite, sutra suivant, le sutra 51 du deuxième pada, Patanjali met en place, énonce l'avènement également d'une quatrième modalité, en plus des trois que je viens de citer, de cette respiration, qu'il appelle tout simplement le dernier type de pranayama. C'est le chaturtha. En fait, c'est la cessation du mouvement après avoir expérimenté les trois précédentes modalités. D'accord ? Cette modalité, donc, c'est la pause, en quelque sorte, très simplement, qui se crée après l'inspire ou après l'expire, qui est en quelque sorte une évolution de la troisième modalité, stamba, dont j'ai parlé tout à l'heure, à la différence que dans cette modalité-là, la conscience est davantage présente. D'accord ? Il y a, dans ce type de respiration-là, il y a complètement un oubli des autres modalités. En quelque sorte, les autres modalités disparaissent, l'inspire, en quelque sorte, disparaît et l'expiration également disparaît. C'est cet état de conscience dans lequel il y a une certaine unicité avec la respiration et avec le ressenti corporel, avec la conscience. Et donc, on oublie en quelque sorte complètement notre respiration. Ça, c'est le quatrième et dernier pranayama, modalité de respiration énoncée par Patanjali. Dans cette modalité-là, au final, il n'y a plus vraiment de modification de la respiration. On ne va plus vraiment s'amuser à observer ce qui se passe au niveau spatial ou au niveau temporel. Et il y a en quelque sorte la conscience en quelque sorte est prédominante et on atteint à ce niveau-là un niveau de conscience davantage subtil qui nous permet en quelque sorte de ne plus être absorbé dans le ressenti corporel. Okay ? La conscience se fixe à un état supérieur en quelque sorte. Bon, c'est très difficile pour moi de l'expliquer parce que c'est quelque chose qui naturellement doit s'expérimenter. Ce quatrième pranayama, tout comme les autres, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment à pratiquer, c'est quelque chose qui arrive spontanément et sans effort. Voilà pour cette quatrième modalité. Donc,
ça me permet de passer aux deux derniers sutras qui traitent du pranayama, donc qui parlent des effets. Le sutra 52, l'effet de cette, j'aime pas vraiment parler de pratique, mais l'effet du pranayama, de cet avènement en quelque sorte, c'est quand il y a un contrôle du souffle, une élongation de la respiration. Typiquement, quand on est dans cette quatrième modalité de respiration où l'inspire-expire en quelque sorte s'évapore, l'effet, c'est la disparition de ce qui couvre notre connaissance. Je l'ai traduit tel quel par rapport à ce sutra en sanskrit. Donc, en quelque sorte, la pratique du pranayama, selon Patanjali, est ce qui nous permet d'avoir une meilleure connaissance de nous-mêmes, d'avoir une meilleure connaissance de la vie, du monde extérieur, du monde intérieur. D'accord ? En quelque sorte, le pranayama répond à lui seul, d'une certaine manière, à l'objectif du yoga. L'objectif du yoga est d'avoir un certain contrôle sur le mental, etc. Mais de manière ultime, l'objectif du yoga, c'est de mieux se connaître. Donc, via la respiration, et avec la respiration, je l'ai dit, il y a avant tout ça, bien sûr, la posture, l'assise. Via ce travail-là, ça nous amène à un autre état d'être, une autre conscience, une autre connaissance de nous-mêmes. Ok ? Dernier sutra, un autre effet, c'est que le pranayama, et en fait, dans ce sutra, Patanjali prépare la suite de son exposé en quelque sorte, en disant que le pranayama est en effet ce trait d'union, je l'ai déjà dit lors de la première vidéo, entre le travail peut-être davantage corporel qui a été fait sur la posture et un travail davantage sur le mental qui vient avec que je ne dise pas de bêtises, trois autres piliers du yoga Ashtanga. D'accord ? Donc typiquement, le pranayama prépare pour la concentration dharana, d'accord ? Pour la méditation dhyana également. D'accord ? Donc ça, ce sont les effets très pratiques du pranayama. Donc, ce qui me semble intéressant de retenir par rapport à l'apport des sutras de Patanjali, et c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet-là avant d'aborder dans une autre vidéo la question des techniques de respiration. L'apport, selon moi, de Patanjali, et c'est un apport qui très souvent, selon moi, est négligé dans la pratique du yoga, c'est que le yoga, au final, n'est pas une pratique. Le yoga, c'est quelque chose qui arrive, en quelque sorte, quand on se met en accord avec un fonctionnement naturel et spontané de notre être. Patanjali énonce ce fait, notamment par rapport à la question de la respiration. Selon Patanjali, il n'y a pas vraiment de travail, de technique à mettre en place dans la respiration. Il y a en quelque sorte à s'asseoir dans une position assise qui nous convienne et laisser en quelque sorte le fonctionnement normal de notre respiration être, tout simplement. On va dans un premier temps pouvoir observer, parce qu'il s'agit bien, même si on ne fait rien, il y a quand même cette présence, cette disponibilité, cette observation. Donc on va observer ce qui se passe, on va observer notre mode de fonctionnement spontané en quelque sorte, en observant au niveau de l'espace, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, en observant également au niveau de la modalité temporelle, quelle est la durée de cette expire, inspire et de cette pause. Important, sans intention de modifier ce qui se passe, on est vraiment dans l'observation d'un fonctionnement spontané. Donc on observe le fonctionnement spontané de l'être humain. Ceci a pour effet, en quelque sorte, quand on ne fait rien et qu'on est simplement, entre guillemets, à l'écoute, de modifier la connaissance que nous avons de nous-mêmes et d'en quelque sorte apaiser notre mental et de le préparer pour la méditation. En plus de ça, j'ai quand même envie de rajouter que selon moi, le pranayama, quand il est pratiqué comme tel, quand on est dans cet état du quatrième type de pranayama où il y a un peu cet oubli de l'inspire-expire, selon moi, on est déjà dans une forme de méditation où la concentration est davantage avec un objectif, mais pour moi, c'est une certaine forme de méditation qui est pratiquée à ce moment-là. Voilà.
J'en resterai là pour aujourd'hui. Je pense avoir été assez complet. Je vous proposerai dans d'autres vidéos d'observer ce qui est proposé au niveau du Hatha Yoga parce que aussi bien on a ici au final deux écoles, le Raja Yoga, le yoga de Patanjali, qui a un regard par rapport à la respiration, par rapport au contrôle de la respiration. On a également le Hatha Yoga avec son regard à lui. Je pense que ces deux écoles, et c'est souvent ce qui est proposé, et c'est pour la raison pour laquelle ces deux écoles sont enseignées généralement en ce qui concerne l'enseignement du yoga, ces deux écoles sont tout à fait complémentaires. À titre personnel, je pratique régulièrement les exercices de respiration proposés par le Hatha Yoga, donc les techniques. Ces techniques amènent selon moi également, et c'est d'ailleurs l'intention du Hatha Yoga, à la pratique ou l'état, l'émergence d'un pranayama tel qu'énoncé par Patanjali. Donc, les deux sont liés. Le pranayama de Patanjali nourrit, je pense, les exercices de Hatha Yoga. Et de la même manière, les exercices de Hatha Yoga peuvent nourrir votre pratique ou l'émergence, favoriser l'émergence du pranayama tel qu'énoncé par Patanjali. Voilà, donc rendez-vous dans une autre vidéo dans laquelle je parlerai cette fois-ci du Hatha Yoga et des exercices de respiration en lien avec la tradition du Hatha Yoga. Je vous remercie de m'avoir regardé. À très bientôt pour d'autres vidéos.